Il n'y a pas une technique en fait, une solution, une recette préalable. Ça veut quelque part presque tout dire et rien dire. Tout est un patrimoine en fait aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'hier, puisque en France, quand on parle de patrimoine, souvent c'est patrimoine bâti, protégé. Or, tout n'est pas protégé aujourd'hui, on va protéger demain. Donc déjà, vous avez du patrimoine en devenir quand on a des édifices ou du bâti en face des yeux. Donc tout peut être protégé à un moment. Et donc plutôt que patrimoine, moi c'est surtout l'existant. Dont je parle, ou qu'il faut mettre sur la table. Le patrimoine, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi l'eau, l'air, la mer. Quand on considère le bâti et des changements structurels qu'on peut apporter pour arriver à des évolutions vers la transition environnementale, quand on parle de bâti patrimonial spécifiquement, on se heurte à des contraintes singulières. Je prends un exemple très concret, vouloir changer le système de chauffage dans une église pour arriver à quelque chose qui soit plus pertinent en termes d'économie, par exemple, ça peut entraîner des changements de température et des changements hygrométriques au sein de l'édifice qui vont affecter, par exemple, le patrimoine mobilier. Donc clairement, il y a des changements qui sont possibles dans un bâtiment récent, dans un bâtiment en béton, qui vont être beaucoup plus complexes sur des sites patrimoniaux. Il me semble que c'est une opportunité de se réinventer. Il y a vraiment urgence, et la prise de conscience, elle est là, mais il faut aussi qu'elle soit là sur les principes de changement de paradigme. C'est une évidence, et donc c'est une opportunité en fait pour essayer de revenir aux fondamentaux et donc de se transformer. Et c'est là où il faut peut-être changer la manière de faire, d'être vraiment sur des questions de processus, de méthode, et d'amener tout le monde autour de la table pour réfléchir ensemble. Parce qu'il n'y a pas une solution, une technique en fait, une solution, une recette préalable. Il y a plein de solutions, il y a surtout des stratégies à mener suivant l'usage, suivant l'utilisation, suivant la situation en fait, de l'édifice, si on parle de patrimoine bâti. Je sais que récemment, une église dans le nord de la France a été entièrement recouverte de panneaux solaires au moment de la réfection de la toiture. Et ça, clairement, ça a été possible parce qu'il y a eu une concertation et une co-construction entre la collectivité, les paroissiens, la population au sens le plus large et l'évêché. Je dirais ensuite que si c'était un élu qui est dans un bourg qui doit disparaître là, dans 50 ans, ce qu'il disait avec très peu de moyens, 1300 habitants, un petit bourg au fond de la Martinique, au fond, je dirais plutôt peut-être, en tout cas au bout de la route, la survie rend créatif, il disait. Et il dit toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours en prise avec la question de la refondation du bourg. Et c'est comme ça qu'ils trouvent en fait des solutions pour mettre tout le monde autour de la table, pour faire avec les habitants, pour faire pour les habitants, et travailler en expérimentant des solutions, mais pas des solutions techniques, des solutions en fonction finalement des besoins et en fonction des moyens et en fonction aussi des opportunités et des ressources locales. Quand vous parlez d'un lavoir, d'une église, d'un édifice public ancien, classé, il y a non seulement d'abord la question de la protection au titre des monuments historiques éventuellement, qui va quand même contraindre l'action. Et il y a quand même la question de l'affect de la population, parce qu'on touche ces éléments patrimoniaux-là constituent l'identité souvent d'un territoire. Il y a un affect de la population, voire un sentiment du sacré si on parle de patrimoine religieux. C'est extrêmement important de ne pas penser à un produit fini, puisqu'on est encore une fois sur ces questions d'évolution avec l'adaptation, avec l'usage, avec la fréquentation, avec le changement climatique, avec peut-être les aléas demain qu'on ne peut pas prévoir. Et donc c'est cette souplesse aussi d'amener en fait un édifice dans le temps, de pouvoir aussi penser à sa réparation, penser à son entretien. Et là, il y a un vrai sujet pour les collectivités sur ces questions de budget, de fonctionnement. On ne peut pas toujours raisonner donc sur la question d'investissement dans le neuf. Il faut penser donc toujours à la question de la réhabilitation. Donc ça déjà, il y a un frein un peu culturel là-dessus. C'est une société de l'obsolescence. Il y a quand même
une convergence sémantique entre les transitions écologiques et la notion même de patrimoine qui serait celle de la durabilité. Quand on parle de patrimoine, que ce soit de patrimoine bâti ou d'objets mobiliers, on est sur des objets sur lesquels l'action patrimoniale consiste à conserver et restaurer, c'est-à-dire à s'inscrire dans la durée. Et finalement, il y a une convergence avec la notion même de transition écologique, voire de développement durable. Ça, c'est pour une convergence voilà, purement sémantique, mais qui a quand même son importance. La question, c'est pas comment je transforme ou c'est obsolète et donc je démolis et je remplace, et je construis neuf. Aujourd'hui, c'est se poser la question, regarder autrement ce qu'on a sous les yeux. Et Alexandre Chemetov, pour ça, depuis très très longtemps, a mis en place des méthodes, c'est la façon dont il travaille. Par exemple, il fait l'inventaire. Quand il arrive à la ZAC de Saint-Étienne, il fait l'inventaire de l'ensemble de ce qu'il a sous les yeux, y compris les grilles d'arbres, l'architecture bien sûr, et aussi les végétaux, les matériaux de sol. Et il va travailler sur le moindre, à la fois sur le plus bel espace, la plus belle transformation possible par rapport évidemment au programme donné, mais aussi travailler sur la question du réutilisation, du réemploi, voire même de laisser là, si on peut laisser là. En termes de financement, le patrimoine est plus susceptible d'avoir des financements que d'autres champs de la culture. Et en ce sens-là, la question de la transition peut aussi passer par lui. Très concrètement, quand on parle de patrimoine, qu'on soit sur du patrimoine mobilier, bâti, petit patrimoine territorial, patrimoine classé ou inscrit au titre de monument historique, on est, comme je l'ai dit précédemment, quelque chose qui tient à l'affect des gens. On sait par exemple que les financements participatifs, la mobilisation des fonds privés des citoyens est beaucoup plus aisée sur ces champs-là. La question du financement du patrimoine est aussi plus aisée parce que politiquement peut-être moins clivé, en tout cas moins marqué. On est clairement sur un champ culturel qui est assez rassembleur, en tout cas fédérateur. Donc l'idée pourrait aussi être développée que le patrimoine culturel étant plus facilement finançable et par des sources plus diverses, la question de la transformation et de la transition énergétique peut passer par ce biais-là. C'est extrêmement intéressant. Vous prenez l'exemple de l'Église en le présentant comme une provocation, une boutade, mais le fait est qu'on sait qu'il y a une réelle problématique en France d'affectation, d'entretien et d'utilisation des églises, que les communes ont beaucoup de mal si ce n'est à les mettre en valeur, ne serait-ce qu'à les conserver et ne pas avoir des bâtiments en péril. Donc clairement, il y a là quelque chose, effectivement une piste qui est très intéressante, de travailler sur ces bâtiments-là pour en faire du multi-usage et des sites un peu novateurs dans leur occupation, où il y a un vrai enjeu. Alors ça se fait dans beaucoup de pays, moi je l'ai beaucoup vu en Irlande ou en Écosse, cette pratique. On sait qu'en France c'est plus compliqué parce que les affectataires, hein, les paroisses sont plus réticentes à la désacralisation, l'utilisation de ces lieux, mais c'est un vrai champ à exploiter.